France Maghreb 2. Vous aimez la liberté, donc forcément vous aimerez le Grand Forum sur France Maghreb 2. Tous les jours, 16h-18h, c'est votre rendez-vous. Ravi de vous retrouver en ce jeudi sur France Maghreb 2 avec un couple que on n'a pas vu depuis longtemps d'ailleurs. On va commencer par accueillir Hanan Zawani. Bonjour Hanan. Bonjour, salam alaikum chers auditeurs. Effectivement, un duo de chroniqueurs qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Oui. La faute à qui ? La faute à Majid, évidemment. Majid Messaouden, comment il va ? Ça va. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que ça fait un petit moment que tu nous as pas rendu visite. D'abord, bonne année. Également à tout le monde, mais ce qui est rare est cher. Il a même oublié qu'il y avait un micro, Majid. Ouais, pour dire que la radio, ça, il a oublié. Bonne année, Asgossam Guest, tout ce qui va avec, quoi, hein, évidemment. Bonne santé et puis plein de bonnes choses, évidemment, pour cette année 2018, mon cher ami Majid. À vous également, merci beaucoup. Alors, Hanan Zawani, de quoi allons-nous parler dans ton avis tranché ? Je crois qu'on va parler des Coptes en Égypte. Exactement. Suite à un échange que j'ai eu avec un jeune homme sur Twitter, un beau moustachu, qui est venu m'embêter, je vais vous en parler lors de mon avis tranché. J'ai creusé un petit peu qui étaient les chrétiens d'Égypte, que représentaient-ils, qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc le titre de mon avis tranché, la discrimination des chrétiens coptes par la majorité musulmane est-elle acceptable, chers auditeurs ? Mon cher Majid, tu vas nous faire un avis tranché comme tu sais bien les faire, de manière spontanée. Ouais, enfin, je pense que je vous retoucherai deux mots de Salah Hamouri. Ah, très bien. Salah Hamouri, qui, vous le savez, alors on a appris cette semaine que Macron, en recevant Netanyahou le 10 décembre dernier, avait parlé de Salah Hamouri en demandant sa libération. Absolument. Voilà. Évidemment, vous savez ce que ça devient pour lui. On l'a transféré dans une autre prison, beaucoup plus dure, celle-ci, pour en guise de punition, pour avoir accordé une interview à l'Humanité par la voix de ses avocats. Voilà donc un peu la réponse d'Israël pour la demande de la France. Absolument. Le coup de cœur d'Hanan Zawani. Alors le coup de cœur, je vais vous parler d'un activiste musulman indien, donc il s'appelle Khan Abdul Ghaffar Khan, donc l'ami de Gandhi. Pardon ? À tes souhaits. J'ai pas éternué. À tes souhaits. Non mais c'est parce que voilà. Khan Abdul Ghaffar Khan. Voilà, c'est mieux. Voilà. Majid, un petit coup de cœur ? Ouais, moi c'est derrière les fagots. Ouais, alors c'est pas original, ça reste sur la Palestine, ça va être la famille Tamimi. Ah bah oui. Que j'avais rencontré en 2015. Ah oui. Ah bah très bien. On va en parler d'ailleurs de Tamimi, puisque vous le savez, on a appris hier qu'elle serait gardée en prison jusqu'à la tenue de son procès. Absolument. Voici le programme pour ce jeudi. Soyez les bienvenus. Le numéro de téléphone pour nous joindre 01 40 39 000 et puis la question du jour en rapport avec Notre-Dame-des-Landes. Eh oui, on en a beaucoup parlé hier à la radio, à la télé. Et vous vous souvenez peut-être que lors de l'émission politique en avril 2017, le candidat Macron s'était prononcé pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il a changé d'avis. Édouard Philippe donc a annoncé hier le fait qu'ils abandonnaient donc cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes. A-t-il eu raison d'abandonner ce projet ? C'est la question qu'on vous pose et elle est toute simple. Voilà, je vais remettre les choses dans l'ordre. Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, Aït Habibi condamné à rester en prison jusqu'à son procès. Il faut plus que jamais continuer de la soutenir en vous rappelant cette mobilisation de samedi à la Fontaine des Innocents à 14h à Paris. Maroc, des parlementaires marocains proposent une loi qui punirait de prison les personnes coupables de propos ou d'actes racistes à l'encontre des subsahariens. France, nous parlerons culture avec une toute nouvelle bibliothèque en plein cœur d'un quartier populaire parisien vient d'ouvrir ses portes hier après-midi. Anne Hidalgo, la mairie de Paris, a inauguré cet établissement qui porte fièrement le nom de Assia Djebar. La question du jour. En avril 2017, Macron disait oui à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sur France 2. Le projet de construction d'aéroport de Notre-Dame sera abandonné car toutes les conditions ne sont pas réunies, avait déclaré hier le Premier ministre Édouard Philippe. A-t-il eu raison, Emmanuel Macron, d'abandonner ce projet selon vous? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et une bonne dose de liberté tout à l'heure pour terminer avec Libertad. Vous pourrez ainsi nous joindre au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum jusqu'à 18h. Ravi de vous retrouver avec Hanan Zawani et Majid Messaouden qui sont avec nous aujourd'hui en ce jeudi. Avec cette question du jour qui a été ultra médiatisée et pour le coup, le président a tranché. Alors qu'on soit d'accord ou pas, il a tranché
comparé à ses prédécesseurs qui n'ont jamais pris leur responsabilité sur le sujet, parce que quand même c'est un sujet qui remonte à plus de 50 ans, ce fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il a tranché ne poursuivant pas la construction, en ne décollant pas le projet donc de Notre-Dame-des-Landes, ce qui a ravi bien sûr pas mal de monde, ce qui en a agacé d'autres, mais je souhaitais quand même juste en guise de peut-être de se rappeler, il y a pas si longtemps, en avril 2017, il était Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, et invité de l'émission politique sur France 2. Il avait dit ceci sur l'aéroport. Il y a eu un vote. Mon souhait, je vous le réitère ici, très clairement, c'est de le respecter. Donc de le faire. Donc de le faire. Ce que j'ai dit rappeler, c'est qu'il y a eu une consultation publique de type référendaire, qu'elle s'est exprimée et qu'elle a dit oui au projet. Donc je ne peux pas aujourd'hui être dans une situation où je déchire, j'arrive et je dis avec moi il n'y aura pas Notre-Dame-des-Landes. Parce que à la fin des fins, ça envoie deux messages qui sont très négatifs. Le premier, on ne respecte pas les consultations publiques quand elles ne nous arrangent pas, ça ne va pas. Et le deuxième, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir quelques projets que ce soit dans le pays parce que vouloir le bloquer, en quelque sorte, suffit à tout empêcher de manière durable. Voilà, ça c'était Emmanuel Macron en avril 2017. C'est un peu embêtant quand même. C'est un petit peu embêtant, oui et non. À l'époque, il était candidat au présidentiel, donc oui, il devait faire preuve de fermeté. Donc c'est le discours. Est-ce qu'il n'a pas été imprudent pour le coup? Il s'est avancé là sur le coup, il s'est vraiment avancé. Après, ce qui a noté, c'est que la prise de parole, elle n'est pas faite par Macron justement pour qu'on puisse pas mettre en corrélation sa prise de parole en tant que candidat et de président. C'est Édouard Philippe qui explique les choses. La politique, à mon avis, qui a été mise en place sur ce sujet-là, il a été prudent. Il a mis en avant une énième consultation des différents partis. Donc la réponse, on devait l'avoir fin décembre, finalement elle a été reportée à là, ce qui donne aussi la sensation que c'est un sujet qui a été travaillé de manière détaillée. En toute sincérité, personnellement, je pense que la décision est prise depuis très longtemps et que l'opinion publique ne voulant pas de ce projet, il a dit non tout simplement. Majid, est-ce que... En fait c'est vraiment ça mon avis, Je pense qu'effectivement, en tant que candidat, en tant que candidat à la présidentielle, tu peux pas arriver en disant je ferai pas le projet, j'écouterai pas ce que les gens disent parce que quand t'es candidat, tu veux apparaître comme légaliste, faire respecter le droit. Rien de choquant alors. Rien de choquant. Franchement. Moi, je trouve qu'il a été, sur sa décision, plutôt pragmatique et lucide. Voilà. Ouais. Ce projet, il aurait jamais pu se faire. Pourquoi ? Parce que les gens, ils seraient pas partis comme ça. Donc, il aurait fallu déjà que là, il va falloir les évacuer. On leur a donné jusqu'au 31 mars. La trêve. Oui. En fait, c'est pas un délai que l'État leur donne, c'est un délai légal. Hein. Oui, c'est la trêve hivernale qui se termine. Donc, simplement. Voilà, c'est pas un cadeau que leur fait le gouvernement. Déjà, dans ces conditions-là, s'ils tentent l'évacuation, faut quand même craindre le pire en termes de violence. Mais s'ils avaient dû évacuer les zadistes dans un contexte où le projet se ferait, ça aurait été, à mon avis, encore plus compliqué. Donc du coup, le mec, il a été intelligent. Sans déconner, à part quelques élus locaux qui ont sûrement des rapports un peu ambigus avec les constructeurs et Vinci, qui tenait vraiment à cet aéroport. Pas grand monde, et quand on voit sur quelle zone il allait être fait, à savoir des bocages, des terres fertiles, qui sont clairement un bijou pour le pays, je trouve ça aurait été un gâchis monumental que de remettre du béton là-dessus. Donc le projet maintenant, c'est d'agrandir celui de Nantes Atlantique. Voilà, je pense qu'il a été intelligent sur ce coup-là, parce que personne n'en veut. Même lui, je pense que son avis est tranché là-dessus. Je pense qu'il n'a pas envie de se lancer dans ce chantier-là. Et donc je pense qu'il a plutôt été courageux sur ce coup-là. Donc, si je vous comprends bien, vous faites partie aussi de ces gens qui ont voté sur Facebook, sur France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, en majorité à dire oui, il a eu raison d'abandonner ce projet. C'est la majorité qui se dégage, 80% sur Facebook. Il a eu raison, bien sûr. Il a raison, les considérations sont plus les mêmes. Aujourd'hui, toute ou partie de la France prend compte que effectivement il y a des considérations écologiques à respecter, que les projets qui sont mis en avant, quels qu'ils soient, ils doivent respecter un certain nombre de normes environnementales
monumentales, comme le dit Majid, oui, des bocages magnifiques on serait venu détruire, pour en plus un bénéfice économique qui est douteux en réalité. Voilà, aujourd'hui, ce qui va se passer, c'est que ce projet est arrêté. On va agrandir l'aéroport de Nantes, comme ça aurait dû être fait depuis le démarrage. Alors se pose la question maintenant par rapport aux indemnités concernant Vinci, qui a signé un contrat quand même, je le rappelle, avec l'État en 2010 pour la construction de cet aéroport. On parle quand même de plusieurs centaines de millions en jeu. Ouais, mais ça, ils vont s'arranger. Enfin, le patron de Vinci va aller dans le bureau d'Édouard Philippe, et puis ils vont négocier d'autres contrats sur d'autres projets dans le pays. Notamment sur l'extension de l'aéroport actuel de Nantes. Oui, puis ils sont concessionnaires d'autoroutes aussi. Enfin, oui. Enfin voilà, ils ont tous les parkings de France quasiment. Enfin voilà, Vinci, c'est pas uniquement. Enfin, ils sont dans le BTP, ils sont dans les parkings, ils sont dans les autoroutes. Enfin, ils ont plein de filiales. Dans le bâtiment, enfin, on va pas pleurer pour Vinci. Donc Vinci, non, pas pleurer pour Vinci, mais pleurer pour les citoyens qui devront payer la note, peut-être. Un petit peu pour ce qui s'est fait pour les bonnets rouges avec Ségolène Royal, vous en souvenez? Soit ils la paieront directement parce qu'il y aura une indemnité qui va être versée à Vinci, soit Vinci se récupérera sur des futurs projets. Qu'il aura dans le pays, mais l'indemnité de toute manière, Majid, elle va être versée. Est-ce qu'elle va être versée à 100%? On n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a un contrat, ils vont pas passer dessus. Après, la question, c'est est-ce que Vinci va vouloir rentrer en conflit avec l'État? Je suis pas sûr qu'ils intéressent. Pas sûr, parce qu'ils feront partie aussi de ceux qui vont construire, l'extension de l'aéroport. En fait, Vinci vit beaucoup des marchés publics, en fait. Oui. Il faut pas qu'on oublie que Vinci, son chiffre d'affaires, je sais pas quel pourcentage correspond au marché public, mais c'est énorme. Donc du coup, ils ont intérêt à discuter avec l'État, mais ils n'ont pas intérêt à rentrer en conflit avec l'État. Non, mais aujourd'hui, là, je suis d'accord avec ce que tu dis, plus ou moins, mais Vinci, il n'attend pas après l'État pour avoir des marchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vinci, lui, finance des projets, et que ce projet-là, il était financé à hauteur de 51% par Vinci. Oui. Après, ce qui va se passer... C'est un montage sur lequel il se rattrapait sur le long terme, parce qu'après, il y avait une concession sur l'aéroport aussi. Les amendes vont être payées, les indemnités pour moi vont être réclamées, oui. Et mais ça va se négocier. Gérard Kastner, ça va se négocier. Bah oui, encore heureux. Mais Gérard Kastner le dit bien. Les contribuables vont payer le moins possible. Kastner. Mais t'as dit Gérard. Oui, Christophe Kastner, pardon. Christophe Kastner le disait bien. Les contribuables vont payer. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que effectivement, on a un projet, ça fait près de 25 ans qu'il est en attente, et qu'au bout du compte, qui va payer la note, c'est les contribuables. Comme toujours, hein, de toute façon. Toujours. En tout cas, d'ici là, d'ici que effectivement ces hadistes soient expulsés, ou partent d'eux-mêmes d'ailleurs avant le 31 mars, ils vont pas partir d'eux-mêmes, hein, Christophe. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a, ça fait quand même 10 ans, ils sont sur place. Ouais. Donc, ils vont pas partir. Donc le délai de 2 mois, si tu veux, ça les fait rigoler. Non, mais je pense que, en fait, c'est aussi ce qui se dit. Ils vont peut-être faire comme ça s'était fait au Larzac à l'époque, où ils avaient le plateau du 60 Larzac. hectares. Ouais. Pour que les gens s'auto-organisent, etc. Donc peut-être que le deal, c'est d'évacuer une partie de la ZAD, et qu'une partie soit laissée à disposition des gens sur place. Je vois pas. Enfin, moi, je pense. C'est vrai que c'est pas un cas isolé, hein. Non, c'est pas. Non, il y en a quelques-uns en France, hein. Et surtout, sauf que celui-là, c'était le projet le plus emblématique pour l'État, et celui auquel le maire de Nantes, l'ancien Premier ministre, quand même, Jean-Marc Ayrault, qui lui se fout de la gueule de Macron parce que Macron refuse, alors que lui, il aurait très bien pu, s'il avait vraiment eu des cojones, aller sur place, faire évacuer et faire en sorte que le projet démarre. Il l'a jamais fait. Donc je veux dire, un mec qui a été Premier ministre qui donne des leçons à Macron, c'est quand même rigolo. Mais au-delà de ça, je pense que le deal, ça peut être qu'une partie soit évacuée et qu'une autre soit laissée aux gens qui sont sur place et qui ont fait leur vie. Ouais. Les gens qui ont fait leur vie là-bas. Donc c'est compliqué de leur dire, tu pars. Effectivement, en tout cas d'ici là, autre échéance beaucoup plus proche, celle-ci, hein, le ministre de l'Intérieur affirme ce matin que les routes d'accès à la zone devront être libérées en fin de semaine prochaine. Pour y parvenir, Gérard Collomb fait privilégier la discussion.
Ce jeudi, les réactions donc à la décision de l'aéroport qui ne sera pas construit, donc eh bien continue par ailleurs de tomber. Je propose d'écouter celle de Joël Sauvager par exemple. Il est le président du COCETA, une association de riverains de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. Elle a été favorable au transfert du trafic aérien local vers Notre-Dame-des-Landes. Son patron en veut beaucoup, paraît-il, à Emmanuel Macron. Ouais, il est devenu un politique comme les autres, c'est-à-dire qu'on peut plus compter sur sa parole. Pendant la campagne électorale, il avait clairement dit qu'il était pour le projet et qu'il comprenait la nécessité du transfert. Au moins, le président Hollande, lui, il avait le courage de rien faire. Donc à la limite, ça aussi, il nous avait habitués à ça. Le président Macron, effectivement, là, c'est une surprise totale. Jusqu'avant l'annonce, j'étais intimement convaincu qu'on allait faire respecter l'état de droit. On va voir comment on peut envisager les actions, mais la différence, c'est que nous sommes des citoyens démocrates contribuables. Donc accessoirement, on travaille. Nous, on n'est pas payé à plein temps. On touche pas le RSA pour occuper des zones. Donc effectivement, pour nous, les actions seront beaucoup plus compliquées. C'est pour ça que c'est encore d'autant plus frustrant. Parce qu'encore une fois, on donne raison à des gens moi j'appelle ça des bourgeois de la République, parce qu'ils étaient assistés grâce à nos impôts, c'est ça le plus comique. Des agriculteurs qui sont subventionnés par nos impôts aussi. Donc c'est complètement surréaliste comme situation. Nous, on se retrouve piégés, c'est clair. Voilà la réaction donc de Joël Sauvager. Mais il est honteux ce mec. Alors dire que les zadistes touchent le RSA pour ne rien faire, alors certainement qu'il y a une partie qui ne font rien, mais ce qu'il faut savoir, et j'ai pas le nom des projets en particulier, mais les zadistes, il y a des projets qui ont été mis en place, et s'ils travaillent, à mon avis, ils travaillent beaucoup plus que ce monsieur qui est assis derrière un bureau. Et au-delà de ça, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est des activistes, donc ils sont là pour lutter pour une cause et pas pour se reposer sur le dos des contribuables. Enfin, tout le discours de ce monsieur est juste hallucinant. Les agriculteurs qui attendent les subventions payées par le contribuable, enfin c'est qui ce mec? En plus, les vrais agriculteurs qui touchent, c'est ceux de la FNSEA qui touchent la bureaucratie. Après, on sent, oui, il est. C'est pas ceux qui sont sur la zone. Il est bien énervé. Alors, la réaction tient de la maire de Nantes, hein, parce que vous savez que c'est une mairesse maintenant. Oui. Donc, parle de déni de démocratie. Il faut rappeler qu'une consultation locale avait validé le projet de l'aéroport. Les défenseurs de l'environnement saluent, eux, l'annonce de Matignon. Nicolas Hulot lui-même, dans un entretien aux Parisiens, se dit, je cite, convaincu qu'il s'agit de la moins mauvaise des solutions. François de Rugy, qui est ancien écologiste, lui aussi, rallié au macronisme, raisonne de son côté en des termes quelque peu différents, mais des termes pragmatiques. Écoutez François de Rugy. Avec cet héritage de 2 présidents de la République, de 4 premiers ministres, qui n'avaient pas permis de lancer un projet, ce qui est inédit en France. Jamais un projet n'a cristallisé autant de problèmes et n'a connu le moindre coup de pioche de réalisation au bout de 10 ans de procédure. Bien sûr qu'il y a des avantages et des inconvénients, ce que les uns et les autres, partisans ou opposants, ne voulaient plus reconnaître, tellement la passion l'avait emporté. Eh bien, c'est justement le rôle des grands dirigeants politiques que de trancher. Et c'est ce qu'a fait le Premier ministre Édouard Philippe. Et je tiens à saluer et sa méthode, et sa décision, et la façon dont il l'a annoncé, qui est très respectueuse des uns et des autres. Il n'y a pas de vainqueur et de vaincu, il y a un choix qu'il fallait faire pour se projeter vers l'avenir et pour être de nouveau positif autour de notre région. Signé François de Rugy, président de l'Assemblée nationale. Mon cher ami Majid. Ouais, non mais de Rugy, de toute façon, c'est quelqu'un qui est complètement imbu de sa personne, la langue de bois. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Bien sûr qu'il y a des vainqueurs, c'est ceux qui ont lutté sur la ZAD et qui ont obtenu que le projet se fasse pas. Évidemment qu'ils ont gagné contre le projet de bétonnage et de destruction de la nature et de tout son environnement. Donc évidemment qu'il y a un vainqueur. Et au lieu de dire que le président, c'est le Premier ministre qui l'a annoncé, mais c'est le président qui a pris la décision. Bien sûr. Il a fait le facteur, Édouard Philippe. Ouais. Donc au lieu de se féliciter, d'ailleurs en plus de Rugy, il est capable de féliciter n'importe qui pour passer à la radio ou à la télé. Donc il aurait très bien pu dire, je me félicite du fait que grâce à Macron, on en sort par le haut. Et c'est vrai qu'on en sort par le haut, et c'est la décision. Là, c'était la seule qui pouvait être possible. Et quand je vois Hulot qui dit que c'est la moins mauvaise décision, mais sans déconner, lui,
en tant qu'écologiste, qui est pas capable de dire que c'est la meilleure décision possible et la seule qu'on pouvait prendre. Enfin, c'est insupportable d'entendre des gens comme ça. Il a dit qu'il a rien fait pour. Une fois qu'ils sont au gouvernement, retournent leur veste, changent leur façon de penser et de parler. En tout cas, Nicolas Hulot qui a précisé qu'il a rien fait pour influencer Emmanuel Macron dans sa décision. Voilà. Ça, à la limite, je veux bien le croire, parce que quand on voit il fait pas grand chose. Lui, à part vouloir rester au gouvernement, on sait pas trop ce qu'il va faire, en fait. Pourtant, il a résisté aux différents appels de d'anciens présidents, de Nicolas Sarkozy et de François Hollande. Mais le problème, c'est que Sarkozy était marqué très à droite. Ouais. Hollande était encore un peu marqué à gauche. On sait pas où il était, lui. Donc lui, Macron, il se dit, tiens, Macron, les gens savent pas où il est, je vais y aller. Ouais, c'est bien vu. Vos appels en direct au 01 40 33 9000 pour nous dire si, vous êtes d'accord finalement avec Hanan et Majid et l'ensemble d'ailleurs des votants sur Facebook France Maghreb 2 et sur Twitter LGF officiel, d'accord sur le fait que effectivement l'exécutif ait abandonné ce projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. C'est pas dans les Landes, hein, comme j'ai pu le lire, je sais plus où d'ailleurs. Ça m'a fait bien rigoler. 01 40 33 9000 pour nous donner votre avis qui nous intéresse puisque c'est la question du jour. On va parler maintenant de cette icône palestinienne dans la personne de Ahed Hamimi. يد أخوي المكسورة عشان ما يصيرش فيها نسبة الكسور أعلى ولا حدا يعني أصر علي إنه لازم أنزل بالمسيرة عشان أقاوم بس أنا لما أشوف كل يوم مستوطن بيسبح بأرضي وقاعد في أرضي بيلعب وأنا خايفة إني أخسر حدا. Ahed Hamimi, voilà, icône de la résistance palestinienne. Et revenons donc sur ce jugement prononcé hier à propos, et sans grande surprise d'ailleurs, de la clémence envers une adolescente palestinienne mineure, donc dont ça s'est passé dans une petite salle de tribunal israélien en ce mercredi 17 janvier pour la courageuse Ahed Hamimi qui donc trouve encore la force, vous avez vu les images, de sourire devant la foule de journalistes venus entendre un arbitrage arbitraire connu d'avance. La nouvelle icône de la résistance palestinienne qui croupit dans les geôles israéliennes affamées depuis le 19 décembre dernier, isolée de sa mère Nariman, également incarcérée du reste du monde, vient en effet d'être condamnée à rester en prison jusqu'à son procès. Je ne vois pas d'autre alternative que d'ordonner qu'elle reste en détention jusqu'à la fin de la procédure, a déclaré un juge militaire israélien. Aux ordres, la gravité des faits dont elle est accusée n'offre pas d'alternative à la détention, a-t-il martelé. Ce procès, pour l'exemple, réclamé à corps et à cri par le gouvernement ultrationniste de Netanyahou et de l'opinion publique israélien, héritant de rage depuis la fameuse gifle cinglante donnée le 15 décembre dernier à un soldat de l'armée d'occupation, dissimule mal la cruelle mascarade judiciaire à l'œuvre pour priver de liberté pendant des mois celle qui fait désormais figure d'héroïne dans le monde entier. Le martyr d'Ahed Hamimi risque fort d'asseoir sa légende grandissante. Ahed Hamimi, pour qui d'ailleurs il y aura un rassemblement ce samedi à 14h à la Fontaine des Innocents à Paris, organisé à l'appel de Cap Jipo et plein d'autres associations. Alors évidemment, quoi dire de plus que c'est une véritable mascarade. Ahed Hamimi qui est une icône aujourd'hui, puisque il y a quelques années déjà, elle avait déjà giflé, elle avait crié sur les soldats, elle a remis le couvert donc au mois de décembre dernier. Et elle est en prison jusqu'à la tenue de son procès sans aucune inculpation. Enfin, si on a relevé 12 chefs d'inculpation. Majid. Oui. Réaction. Non, c'était une private joke avec Hanan. Non, bah, sur Ahed Hamimi, t'as dit beaucoup de choses. Moi, ce qui m'hallucine dans ce dossier, c'est que on sent bien qu'Israël a voulu refaire un exemple. Après Barghouti, après Salah Hamouri. Leur but, c'est vraiment de casser les résistances et de casser les solidarités qui peuvent exister, notamment dans un village comme Nabi Saleh, donc qui est vraiment en face d'une colonie et qui est rongée jour après jour par les colons. Et en fait, la gifle, c'est un prétexte. On sait bien que c'est un prétexte parce que les manifestations de Nabi Saleh, c'est tous les vendredis. Tous les vendredis, les Palestiniens vont
manifester aux abords de la colonie, aux abords des colons pour dire leur refus de voir leurs terres continuellement spoliées par le gouvernement israélien sous protection de l'armée israélienne. Mais là on voit bien que le gouvernement d'extrême droite israélien monte en pression et monte d'un cran en voulant faire taire et casser vraiment tous ces élans. Donc là, là ils ont pris une jeune fille de 16 ans. Ils ont emprisonné aussi sa mère, Nariman. Sa cousine qui a été relâchée. Sa cousine qui a été relâchée et son père, Bassem, qui a été aussi incarcéré pendant quelques jours avant d'être relâché. Donc on voit bien qu'aujourd'hui Israël est prêt à tout pour maintenir le peuple palestinien sous le joug de l'occupation. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'en face, on n'a pas beaucoup de réactions. Sur l'incarcération injuste, évidemment, d'Ahed Tamimi. C'est des tribunaux militaires d'occupation qui rendent ces verdicts-là, donc qui, au regard du droit international, n'ont aucune légitimité. Il faut quand même le rappeler. Et donc, c'est un déni, évidemment, de démocratie. Les droits d'Ahed Tamimi ne sont évidemment pas respectés. La détention administrative, c'est une procédure que l'on a déjà dénoncée notamment pour Salah Hamouri. Donc moi, voilà, cette situation, je la trouve vraiment hallucinante. Alors l'élan de solidarité internationale, on l'a vu, comme tu l'as dit, elle est devenue une icône à travers le monde, une icône de la résistance palestinienne, sauf qu'aujourd'hui elle est en prison depuis près d'un mois. Elle a 16 ans et en fait elle est née sous occupation. Elle n'a connu que ça toute sa vie. Elle n'a connu que ça, les manifestations, les soldats, la peur, les colons, voilà le quotidien d'une gamine de 16 ans en Palestine occupée. Donc faut que les gens réalisent que c'est ça le quotidien en Palestine, c'est l'absence de perspective et la seule chose qu'ils ont en fait c'est de pouvoir résister. Et voilà, donc on en reparle dans un instant. Voilà. Anan, je te réserve ta réaction dans un instant. Merci. Juste après la pub. Ahed Tamimi, vous pouvez réagir évidemment. Nous appelons 01 40 33 9000. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2. Bienvenue à vous avec Majid Messaouden et Hanan Zawani. J'ai fait dans le mauvais sens là. Hanan Zawani et Majid Messaouden, ils sont avec nous jusqu'à 18h. Un peu de galanterie quand même, ça se perd. On va en reparler de la galanterie. Oui, on pourrait en reparler. C'est un vrai débat. Vous savez que j'ai envie de faire la semaine prochaine un sujet sur les divorces parce que là, après, j'ai reçu un message de quelqu'un qui m'alerte sur le fait qu'il reçoit énormément de témoignages de personnes issues de la communauté maghrébine, musulmane, qui divorcent, mais alors ils se chargent vraiment. Quand ils divorcent, ils y vont pas de main morte en disant que oui, son mari est islamiste, le mari accuse la femme de l'avoir. Enfin, c'est vraiment dramatique. Donc on va peut-être pas en parler la semaine prochaine. Christophe, si t'as un moment. Oui. Moi, on m'a envoyé tout à l'heure, c'est à mourir de rire, un sketch qui dure 3 minutes sur le divorce justement. Alors je te le ferai écouter. Et puis quand t'auras un moment aujourd'hui ou demain ou après-demain, je t'en prie. Mets-le aux auditeurs, c'est à mourir de rire. Avec grand plaisir. Bon, on va reparler de Ahed Tamimi puisque Majid, tu l'as rencontré, Ahed Tamimi, donc tu pourras nous en parler dans un instant. Oui. Mais juste avant, on va passer au premier avis tranché de l'après-midi. Elle est prête, notre belle Hanan Zawani? Je suis prête. Allez, c'est parti, jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va aller en Égypte, plus précisément pour parler des Coptes d'Égypte, Hanan. Oui, tout à fait. Alors je vous ai préparé un avis tranché sur la discrimination des chrétiens coptes par la majorité musulmane. Et je vous pose la question, est-elle acceptable? Alors, elle n'a toujours pas quitté les frères musulmans, Hanan Zawani? Cette question m'a été posée sur Twitter par Annie Skywalker, un chrétien d'origine égyptienne. Question à laquelle je lui ai répondu, j'ai 2 petits frères et ils sont effectivement musulmans.
De là, la dose d'ironie avec laquelle j'ai répondu à ce beau moustachu a permis d'ouvrir la conversation et surtout a permis de m'intéresser aux Coptes, le terme pour désigner les chrétiens d'Égypte, et je constate, non sans effarement, que les points de tension sont nombreux, à commencer par la guerre des chiffres. Alors, combien sont-ils en réalité et comment vivent-ils? Ils sont, selon le dernier rapport des statistiques égyptiennes officielles, estimés à 5,13 millions. Un scandale pour la communauté qui revendique, elle, entre 15 et 18 millions. Annie Skywalker, non sans raison, affirme que depuis Sadat et les gouvernements successifs ont toujours cherché à minimiser leur nombre pour leurs intérêts. Depuis les années 70, les chrétiens Coptes d'Égypte subissent discrimination, attaques qui ont fait nombre de blessés et de morts. En Égypte, la Constitution proclame l'égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de langue, race ou religion. Mais en 1971, le tribunal constitutionnel a jugé que l'islam est la religion de l'État et que toute loi qui va contre l'islam est contraire à la Constitution. L'élimination progressive des chrétiens depuis 1952 de la fonction publique et des sociétés nationalisées rappelle qu'en 1910, 45% des fonctionnaires étaient chrétiens. Aujourd'hui, même être professeur d'arabe leur est interdit. La discrimination couvre aussi le champ politique. Aucun copte ne serait élu au suffrage direct par les électeurs musulmans, comme ça l'était avant Nasser. Les hauts postes de l'État ne sont quasi plus attribués à des chrétiens. Les discriminations sont aussi présentes dans la vie quotidienne. Pour construire une église, il faut avoir le permis du président de la République. Il y a 10 conditions à respecter. Dans un mariage mixte, la loi dit que la religion la meilleure prévaut, ce qui signifie que c'est l'islam qui prévaut. Une autre discrimination légale a pour trait la reconnaissance légale des conversions. Aisée vers l'islam, elle est impossible de l'islam vers toute autre religion. Cette disparité n'est pas sans conséquences pratiques. Certaines dispositions du droit, notamment en matière de mariage, de divorce et de droit de garde, s'appliquent en effet différemment selon la religion et sont généralement favorables aux musulmans. Je ne fais ici que survoler l'ensemble des discriminations. Alors, au-delà des stéréotypes sur l'autre, dont se nourrit toute construction identitaire, et là pour le coup les Ikhwan ne sont pas étrangers à cette fracture de la société. Les inégalités rampantes dans l'Égypte contemporaine font que les Coptes, beaucoup moins nombreux, font les frais de ce climat tendu. Alors je pose sincèrement la question, au sein d'une population aussi nombreuse en nombre, est-il acceptable que cette communauté religieuse soit traitée comme des citoyens de seconde zone? Merci Anan, on pose la question à Majid. Voilà, Majid Messaouden, la question posée par Anan. Les discriminations dont sont victimes les Coptes? Oui. C'est évidemment insupportable. Il y a la question de la conversion possible vers l'islam, et qu'on puisse pas se convertir à une autre religion, et encore moins. L'apostasie, à mon avis, n'est pas non plus quelque chose de toléré. Voilà. Non, ça montre bien qu'il y a effectivement un souci, mais c'est pas là c'est l'Égypte, mais on pourrait étudier d'autres pays où les chrétiens sont peut-être aussi minoritaires. Minoritaires, ils sont 8 millions. Donc là, on n'est même plus dans une minorité. Ouais, mais 8 millions sur 80 millions d'habitants. Ouais, ça reste 10%. Oui, ça reste quand même 10%. Non, mais le chiffre est important. Oui. 8 millions, c'est important. Mais ça reste, religieusement parlant, c'est une minorité. Oui. Et c'est pour ça que l'État, ne fait rien pour que le traitement leur soit plus favorable. Et s'ils étaient 30 ou 40 millions, je pense que du coup, leur poids serait tellement plus important dans la société qu'ils pourraient peser davantage et avoir davantage de droits et être traités à égal en fait avec les musulmans. Le problème, c'est qu'ils sont tous arabes. Mais en fonction de leur religion, ils auront accès à tel ou tel service, à tel ou tel bien et à tel ou tel droit. Donc c'est un peu ça le scandale. Donc c'est pas tolérable. Surtout que j'ose croire que c'est pas ça l'islam à la base, et que l'Égypte, se réclamant pays musulman, donner cette image de l'islam, c'est proprement scandaleux. Donc, mais par contre, je suis convaincu qu'en Égypte, beaucoup de musulmans sont opposés à ce genre de pratique. Exactement. Et qu'ils luttent à leurs risques et périls pour faire reconnaître le droit des Coptes, notamment à avoir des lieux de culte et à pouvoir prier et exercer leur religion librement.
Donc voilà, il y a du boulot et évidemment que que personne ne peut être inquiété ou discriminé en fonction de sa religion, que la personne soit chrétienne, musulmane, juive ou sans aucune religion d'ailleurs. Et c'est voilà, donc je suis entièrement d'accord. Puis j'ai appris des choses dans ton. Et encore, les discriminations sont vraiment nombreuses. Là, j'ai été à l'essentiel. Donc, effectivement, juste pour clôturer le sujet, c'est pas l'islam qui est remis en cause et c'est pas l'islam qui discrimine. Non, bien sûr. Voilà, c'est l'interprétation et l'utilisation que les gens en font. C'est les hauts représentants qui discriminent pour. Et qui souvent ne sont pas des croyants d'ailleurs. Hein, voilà, pour leurs propres intérêts et qui font que il y a une fracture au niveau de la société. Et tu rappelais effectivement que tous les Égyptiens étaient arabes en réalité. Ils sont pas arabes, ils sont coptes en fait. En tout cas, les chrétiens mettent bien l'accent sur le fait que les Égyptiens sont pas arabes, qu'en fait ils viennent tous, qui sont tous des natifs en fait d'Afrique du Nord, qui sont tous issus de la même tradition qui est pharaonique, et que dans les années 640, oui, il y a eu l'invasion entre guillemets des Arabes, que la majorité de la population a été islamisée, mais aujourd'hui on parle bien du même peuple natif, du même territoire, et on a deux communautés qui sont pas traitées à égalité. Voilà. En tout cas, donc, je vous invite en tout cas, chers auditeurs, à aller voir les reportages, à taper chrétiens coptes, à voir les reportages. En toute sincérité, parfois c'est effarant. Bon, en tout cas, vous pouvez revoir La Vie Tranchée si vous l'avez pas vu sur Facebook en vidéo pour voir la belle Adan. Prochaine La Vie Tranchée tout à l'heure. Libérez Salah Hamouri sera le cri de cœur de Majid Messaouden. On va revenir à Etta Mimi puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc, on a appris effectivement hier qu'elle serait maintenue en prison jusqu'à la tenue de son procès. Alors évidemment, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, si ce n'est que ça va durer très longtemps. Ça peut durer très longtemps et de manière arbitraire, comme d'habitude en Israël. Tu as rencontré, toi, Etta Mimi, tu la connais? Tu l'as rencontré, t'as rencontré sa famille, Majid? Alors j'ai rencontré effectivement la famille Tamimi, c'était en 2015, lors de mon dernier voyage en... Bien près du micro, cher Majid, afin qu'on puisse... Lors de mon dernier voyage en Palestine en 2015, voilà. Effectivement, on a rencontré la famille Tamimi, on est allé manifester avec eux à Nabi Saleh, donc on est allé nous aussi au contact des manifestants et des soldats qui protégeaient l'accès à la colonie. C'est Alamish. Voilà, le nom m'a échappé tout à l'heure, mais c'est Alamish, la colonie qui est en face du village. Et donc du coup, on a fait connaissance effectivement avec cette famille. Donc c'était il y a 2 ans et demi, et donc elle était encore beaucoup plus jeune. Elle avait à peine 14 ans quand on l'a rencontrée, et déjà elle allait au contact des soldats. Je me souviens qu'elle était une des plus investies à cette époque. Ils manifestaient avec des cartons rouges, donc ils avaient des petits cartons qu'ils mettaient au visage des soldats de manière complètement pacifique. Il n'y avait aucune violence. Et quand bien même il y aurait des gifles qui seraient distribuées aux soldats, c'est rien comparé à la violence d'État que subissent les Palestiniens au jour le jour, et à la privation à laquelle on les contraint. Donc oui, effectivement, la famille Tamimi, une famille debout, une famille toujours prête à accueillir les gens qui viennent leur témoigner leur solidarité. Donc je me souviens de Bassem, donc le papa qui était là, de Nariman. Nous on était une dizaine de Français et de Françaises. Sa maman, Nariman, absolument sa maman. Et donc du coup, voilà, quand j'ai appris son arrestation, donc il y a près d'1 mois, ça m'a replongé effectivement dans ses souvenirs, et donc je regarde régulièrement l'album photo que j'ai pris de là-bas, où on voit sur plusieurs photos Etta Mimi donc en train de manifester avec ses amis, avec ses parents, avec nous. Donc ça m'a replongé en 2015, et donc ça me touche doublement en fait. Ça me touche doublement, et puis j'ai appris la semaine dernière qu'un autre ami qui s'appelle Abaché a été arrêté dans le camp d'Aïda, près de Bethléem, avec un jugement à venir. On ne sait pas pourquoi il a été arrêté. Enfin voilà. En fait, dès qu'il y a des activistes un petit peu trop actifs, Israël rentre dans les camps de réfugiés, rentre dans les maisons et arrête les gens sans donner de raison, sans donner de justification. Donc faut que les gens sachent que c'est ça en fait, le vrai visage israélien, c'est celui-là.
Je l'avais déjà dit, je pense, à votre antenne, mais Israël n'est une démocratie que si vous êtes israélien, juif, partisan de l'État d'Israël, soldat ou colon. Sinon, Israël n'est absolument pas une démocratie. Hanan, on t'a pas entendu sur le cas de Aït Tamimi réagir, évidemment. Majid a dit beaucoup de choses sur son cas. Il la connaît, il l'a rencontré. On s'entend d'ailleurs, on sent une certaine émotion lorsque tu en parles, Majid. Hanan? Il nous a montré les photos, donc effectivement il y a une émotion à en parler. Moi je souhaitais rebondir sur le terme que tu as choisi, l'arbitrage arbitraire. Oui. Voilà, donc effectivement c'est un arbitrage arbitraire. On l'a dit, Ahed Tamimi est une enfant, c'est un symbole. Aujourd'hui, elle n'est pas la seule à être emprisonnée. Ils sont des centaines derrière elle et comme elle à être emprisonnée. Près de 400 enfants. Près de 400 enfants, merci de le préciser, Majid. On a souligné effectivement le peu de réactions. Donc on a fort heureusement le bureau du haut commissaire de l'ONU qui a réagi, pour les droits de l'homme, qui a réagi et qui exprime sa profonde inquiétude et qui souligne en fait dans un communiqué que selon les normes internationales, un enfant ne devrait être détenu qu'en dernier recours. Voilà, donc cette jeune fille qui va être jugée par un tribunal arbitraire parce que elle aurait giflé un soldat. Est détenue depuis le 19 décembre, donc on est pratiquement à un mois. Donc quand est-ce qu'elle va être jugée? Le droit de l'enfant, on n'en parle pas. Donc voilà, c'est absolument effarant. Mais comment expliquer, Hanan, Majid, que les dirigeants du monde restent sourds, mais alors absolument sourds à tous ces, comment dirais-je, ces choses qui font que Israël prouve aux yeux du monde entier, en tout cas à tous les peuples, qu'elle ne respecte aucun droit et en particulier les droits de l'enfant, qu'elle se dit une démocratie alors qu'elle est tout l'inverse. Aujourd'hui ça devient un problème et ce qui devient encore plus un problème, c'est cette absence de réaction de la part des dirigeants qui osent aller là-bas et parler de démocratie, parler de paix, etc. Comment on peut parler de paix quand on enferme des gamins en prison? C'est pas possible. Aujourd'hui, il y a quand même une campagne de désinformation qui est très forte. Sur France 2, on a eu Poujadas qui a été très attaqué sur son reportage qui durait 2 minutes 30, où en fait, on montre en fait le visage d'une enfant et on la cite comme manipulatrice. Oui, c'est ça. Voilà. C'est ce qui est repris d'ailleurs chez tous les sionistes aujourd'hui. On l'accuse d'être de manipuler, de faire des images pour montrer une réalité qui serait pas cette dernière. C'est faux. Aujourd'hui, les dirigeants, ils veulent pas réagir. Tous les, voilà, la loi n'est pas respectée depuis des décennies. Personne ne réagit. Alors, si vous voulez un enfant 400 ou 500 plus tous ces autres Palestiniens, je vais pas dire que tout le monde s'en fout, mais aujourd'hui, ce qui a préservé avant tout, c'est les relations avec Israël et donc avec les États-Unis. On apprend quand même hier ou avant-hier que les États-Unis baissent de moitié leur dotation à l'UNRWA. Voilà, à l'UNRWA. Donc aujourd'hui, c'est du chantage et les dirigeants ne réagissent pas parce qu'ils ne veulent pas réagir et parce que en face, en réalité, il n'y a pas de poids. Il y a des militants, certes, on essaye de les faire taire au maximum, mais aujourd'hui il n'y a pas de poids politique. La Palestine n'a pas de poids politique, la Palestine n'a pas d'alliés. Les Arabes eux-mêmes ne sont pas alliés de la Palestine. Non, je veux dire, la cause palestinienne, ils sont alliés d'Israël par contre. Oui, voilà. Absolument, à l'image de l'Arabie Saoudite. L'Égypte cautionne l'occupation. Elle est même payée pour avoir reconnu Israël d'ailleurs. Non, au-delà de ça, aujourd'hui, c'est le meilleur allié d'Israël pour contrôler Gaza. Pareil avec la Jordanie. Ouais. Et on oublie trop souvent de dire à quel point la Turquie fait du business avec Israël, notamment du business d'armes. Donc on a beau jeu effectivement de pointer. Alors il faut effectivement dénoncer États-Unis, Europe, France, mais plus près.
de la Palestine, il y a la Turquie avec Erdogan qui est capable un jour de vous dire que c'est insupportable et le lendemain de signer un contrat d'armement. Voilà, il y a des exercices militaires conjoints Turquie-Israël. Les relations diplomatiques sont au beau fixe. Il y a une ambassade d'Israël à Istanbul. Il y a la même chose à Tel Aviv. Et pareil pour l'Égypte et la Jordanie. Alors je dis pas moi qu'il faut pas. Je suis même pas sur le principe de la reconnaissance ou pas. Mais quand on regarde quand on voit ce qu'ils en font, quand on voit à quel point ils se sont transformés en suppôts de l'État d'Israël, ça laisse quand même à réfléchir. Donc moi le double discours encore l'Égypte ils sont pas trop sur le truc à condamner etc. On les entend pas beaucoup. La Jordanie uniquement quand Jérusalem est concernée. Ouais. Sinon le reste ils s'en foutent. Mohamed VI qui est pourtant le président du comité Al-Quds, on l'entend pas non plus. Par contre, celui qu'on entend tout le temps, c'est Erdogan, qui est dès qu'il y a un truc qui dégaine en disant ce que fait Israël, c'est insupportable, vive la Palestine. Sauf que derrière, le mec, il fait du business, quoi. Donc il y a des millions de dollars en jeu sur le dos des Palestiniens qu'il dit défendre, et ça, je trouve ça quand même assez grave. Oui, alors d'autant plus que effectivement cette suppression des États-Unis partielle de à l'UNRWA pourrait être largement compensée en disant c'est pas grave, à la limite on peut même se passer totalement de ce que versent les États-Unis. On est là, les pays arabes, on a beaucoup d'argent. À l'image de l'autre là, Ben Salman qui s'achète des tableaux à je ne sais combien de millions de dollars, ou qui s'achète le château le plus cher en France, ou qui s'achète je ne sais quoi et qui verse encore un chèque à la banque yéménite de 2 milliards et quelques. Bon les Palestiniens ils ont un peu besoin de vous, mais en fait j'ai l'impression, enfin c'est pas une impression, c'est même une certitude, j'ai envie de dire, c'est que les pouvoirs arabes, je parle bien des pouvoirs arabes, en ont absolument, pardon du terme, rien à foutre de la Palestine. Voilà. Clairement. Il faut le dire clairement. À un moment, il faut dire les choses. Défendre leurs intérêts économiques et les intérêts. Et c'est même un poison, j'avais envie de dire, la Palestine pour eux. Contrairement au peuple qui évidemment continue de manifester son soutien à la Palestine. Leur inaction encourage l'occupation, ça c'est sûr. Bah ça c'est clair. Ils ont alors qu'imaginez-vous quand même avec toute cette richesse que les pays arabes possèdent, ils auraient de quoi largement faire pression, de quoi largement se faire respecter, de quoi largement offrir une opposition, j'ai envie de dire. Eh bien non, tout le contraire. Au contraire, on leur fait du chantage. Voilà, on leur fait du chantage et avec les pays arabes, on n'a même pas besoin de leur faire du chantage puisqu'ils viennent manger dans la main. Donc tout va bien. Contrairement au peuple encore une fois. Mais bon, en fait, on a l'impression finalement au fil des années de se répéter parce que la situation ne change pas, parce que les mentalités ne changent pas. Peut-être que la vérité finira par arriver grâce au peuple qui vont peut-être se débarrasser de tous ces tous ces tyrans qui effectivement sont vraiment ne rendent absolument pas service à la Palestine, au contraire, lui tirent une balle dans le pied. Et les Palestiniens, en tout cas, eux qui n'ont jamais eu besoin d'eux pour l'heure, et en tout cas ils ont dit on n'a pas besoin de votre pitié, on a juste besoin de votre aide. Mais bon, visiblement on sait que ils sont pas nombreux à vouloir les aider. Peut-être à part le Liban, l'Iran, l'Algérie. Des pays l'Algérie qui est toujours un pays. En fait, vraiment, t'as eu raison de parler des dirigeants parce que les peuples sont absolument pas sur la même ligne que leurs dirigeants. Quand tu vois les peuples sont clairement derrière la Palestine et il y aurait eu des gestes forts pourtant à faire, des gestes extrêmement puissants et symboliques à faire. Par rapport à la décision de Donald Trump, par rapport à la décision de la colonisation à outrance, parce que vous savez, ça, ils ont annoncé la construction de 1126 logements supplémentaires. Enfin, plus rien ne les arrête. Ils se sentent en haut là de l'affiche pour le coup, légitimés par cette. Et puis la reconnaissance de Jérusalem comme capitale. Absolument. En tout cas, voilà. Ils veulent vraiment annexer. En fait, leur but c'est annexer Jérusalem et les colonies autour. C'est le projet. Alors, vos appels au 01 40 33 9000 évidemment pour nous donner votre soutien, enfin pas votre soutien, votre position, pardon. Vous voyez, j'en perds les mots. Dans un instant, on va ouvrir un sujet épineux, un sujet qui est un fléau, Maghreb en particulier. On va en parler parce qu'on va aller au Maroc. Parce qu'il y a un parti qui s'est distingué et qui propose, lui, de condamner tous les actes et propos racistes au Maroc. On va parler de ce fléau parce que le racisme existe bel et bien au Maghreb, que ce soit en Algérie, en Tunisie, au Maroc. On en reparle avec vous. 01 40 33 9000. Je sais qu'on a eu à en parler ici, que ça avait créé des débats assez houleux.
Mais il y a un moment, il faut savoir se regarder. Il faut savoir se regarder dans une glace. Et quand on a un comportement d'abruti, il faut le dire. Et il faut savoir s'autocritiquer avant d'aller critiquer les autres. Comme dit si bien une personne, il faut savoir balayer devant sa porte. Donc on va tenter de le faire en ramassant la poussière et en essayant surtout d'être le plus objectif possible. Est-ce qu'au Maghreb on est raciste envers les Noirs? À tout de suite. LGF, le grand forum, on est là messieurs dames avec Hanan Zawani et Majid Messaouden sur France Maghreb 2 jusqu'à 18h avec cette question que l'on vous pose à propos de Notre-Dame-des-Landes en vous rappelant que le 17 avril dernier 2017 donc sur France 2 Emmanuel Macron était pour l'aéroport, en tout cas pour le fait de continuer ce projet. Eh bien finalement Édouard Philippe a annoncé hier qu'il n'en sera rien. A-t-il eu raison donc d'abandonner ce projet? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, et pour l'heure vous êtes en grande majorité à dire que oui, il a raison. Donc votez France Maghreb 2 sur Facebook, Twitter LGF officiel. Est-ce qu'on est prêt pour notre ami Majid Messaouden? On est prêt? On est prêt. Alors jingle, c'est parti. Alors piétinez-moi, allez-y. Et le titre est simple, et tout de suite on rentre dans le vif du sujet, c'est libérer Salah Hamouri, Majid Messaouden. Ouais, c'est libérer Salah Hamouri. Alors j'en ai déjà parlé sur cette même antenne. Salah, c'est aussi un ami en fait. C'est aussi pour ça que je souhaite insister sur son cas. Donc depuis le mois d'août maintenant, il est incarcéré dans les prisons israéliennes. Il a été changé de prison récemment. Maintenant, il est dans le sud du Negev. Donc, c'est d'autant plus compliqué pour tout ce qui est visite et compagnie, sachant qu'en plus, il y a toujours l'arbitraire israélien quand il s'agit des visites pour les proches. Faut savoir, parenthèse, par exemple, que Fada Barghouti, donc qui devait rendre visite à son mari Marwan, quand elle est arrivée devant la prison, ils lui ont dit non seulement tu le verras pas, mais en plus tu le verras pas jusqu'à 2019. Donc c'est ça le quotidien de beaucoup de familles, c'est l'arbitraire, c'est l'absence de droit le plus total. Donc pour revenir sur Salah Hamouri, on a en fait très peu d'espoir parce qu'on a les paroles du président de la République. On a encore une question orale qui a été posée, une question au gouvernement au Sénat en début de semaine, c'était c'était mardi, en début de semaine, donc au Sénat par Fabien Gay qui est sénateur de Seine-Saint-Denis. Et on a toujours à peu près la même réponse, à savoir que dans l'ombre, le gouvernement agit. On sait que Macron a demandé officiellement à Netanyahou de libérer Salah quand il l'a rencontré lors de sa visite officielle, il y a maintenant moins d'un mois. Sauf qu'aujourd'hui, Salah est toujours en prison, toujours retenu sous le mode détention administrative, qui est dénoncé par toutes les ONG des droits de l'homme, notamment Amnesty, qui demandent aussi sa libération. Et aujourd'hui, on a aussi appris que Macron avait aussi exigé que Elsa puisse retourner en Palestine, retourner à Jérusalem, et pas uniquement un droit de visite pour son mari. Il a un fils qui maintenant grandit, et grandit sans son père depuis de nombreux mois. Donc il faut mettre fin à cette injustice. Il faut absolument que le gouvernement se mouille davantage et fasse tout ce qu'il peut pour faire sortir Salah de prison. C'est un citoyen français. Il n'a pas à être retenu comme ça par une puissance étrangère, qui plus est une puissance occupante, alors que le dossier est vide et que la détention administrative permet juste à Israël d'emprisonner qui ils veulent, quand ils veulent. On l'a bien vu avec Ahed Tamimi, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, juste libérer Salah, rendez-le à sa famille, rendez-le à son épouse, à son fils, à son père, à sa mère, à tous ses proches, et qu'il puisse enfin retourner et travailler en Palestine. Un petit mot peut-être, Majid, pour les auditeurs qui se disent absolument d'accord avec toi, mais qui se disent comment peut-on faire pour justement pour aider, bien sûr, et exiger sa libération. Alors déjà en parler, c'est beaucoup, autour de soi, sur les réseaux sociaux, au boulot, etc. Et il y a une pétition, je crois. Voilà, rejoindre le comité de soutien à Salah Hamouri. On trouvera aisément les informations sur. Il y a un site internet où on peut signer la pétition. Il y a une page Facebook et il y a un compte Twitter. Donc vous pouvez joindre, y compris Elsa Lefort Hamouri, donc qui est venue d'ailleurs ici pour parler de Salah.
Donc il y a plein de choses à faire. Là où vous êtes localement, organisez des rassemblements, des réunions, des manifestations. Interpellez vos élus aussi pour qu'ils puissent prendre position pour Salah Hamouri comme nous on l'a fait à Saint-Denis. Voilà, en tout cas il y a plein de choses qui peuvent être faites et quel que soit ce que les gens, quoi que les gens fassent, ce sera utile de toute façon au combat pour la libération de Salah. Donc il n'y a pas de petite action. Chaque goutte compte et enfin nous on lâchera rien en tout cas tant que Salah sera en prison. Merci Majid Messaouden et peut-être aussi par le biais de partager cette vidéo en direct sur Facebook de France Maghreb 2 pour peut-être faire connaître le sujet, la cause à ceux qui peut-être ne la connaissent pas. Hein. Remarquez, on pourrait pas leur reprocher tellement on n'en parle pas dans les médias. Ça me rappelle d'ailleurs, je sais plus quel acteur était l'invité de France 2 François Cluzet avait parlé de Salah Hamouri. Alors c'était à qui? Laurent Delahousse. Laurent Delahousse, oui, mais il y avait un invité politique, je crois, avec lui. Oui, un sénateur, je crois, et qui a dit qu'il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. C'est juste impossible. C'était pas Jean-François Copé? Si. Voilà, c'était Copé. C'était Copé qui disait ne pas savoir qui était Salah Hamouri. Vous vous rendez compte? Il était député à l'époque et c'est juste pas possible. C'est juste impossible. On est d'accord. C'est impossible. Bon, en tout cas, voilà, ça me rappelle. Et Salah Hamouri rappelle que avant avant qu'on l'arrête, 3 jours avant, il venait d'obtenir son diplôme d'avocat. Et c'est à mon avis une des raisons. Il travaille dans l'association qui s'appelle Adamir, qui est une association qu'on avait rencontrée à Ramallah et qui travaille justement beaucoup sur les prisonniers palestiniens. Et donc il comptait continuer à aider cette association, notamment en termes de droit, pour les aider à défendre ces prisonniers. Et je pense que c'est ça aussi qui a motivé le gouvernement israélien pour mettre Salah en prison et l'empêcher d'être solidaire à l'extérieur. Voilà. Donc c'est vraiment scandaleux. En tout cas, comme tu as dit, et c'est bien dit, on ne lâchera rien tant qu'on n'aura pas obtenu la libération. J'ai espoir qu'on puisse le recevoir ici parce que c'est la promesse que m'a faite Elsa. Dès qu'il sera libre, dès qu'il sera sur le territoire français, il viendra ici en priorité nous voir et remercier tous ceux qui l'ont soutenu. Et il y en a quand même beaucoup, heureusement. Voilà. Alors on va maintenant ouvrir un sujet. Peut-être que Hanan souhaite réagir. Je sais pas. La vie tranchée de Majid. Moi, chaque fois qu'on me parle ou que j'entends parler de Salah Hamouri, je me rappelle de ce qu'on m'a dit en fait que certains prisonniers palestiniens, en fait, ont réagi suite à sa réincarcération, car c'est la 2e fois qu'il est détenu de manière arbitraire, on va dire, en disant t'es revenu, enfin on va pouvoir reparler de nous. Donc parler de Salah Hamouri, en fait, c'est parler de tous ces prisonniers palestiniens. Ouais, effectivement. On va ouvrir maintenant un sujet un petit peu épineux, mais un sujet qui est un fléau et il faut qu'on en parle parce qu'on parle de tous les sujets sans langue de bois dans cette émission. C'est un fléau qui sévit dans tout le Maghreb. En Algérie, en juin dernier, à l'occasion de la Journée internationale des réfugiés, des Algériens avaient lancé sur les réseaux sociaux une campagne pour dire non aux Africains en Algérie. En Tunisie, le racisme n'est pas interdit par la loi, tout comme au Maroc d'ailleurs, où plusieurs étudiants africains ont témoigné du racisme ordinaire qu'ils ont subi. Les parlementaires marocains viennent de faire une proposition de loi pour lutter contre le racisme présentée ce mardi par les membres du parti Istiklad, la première formation politique créée au moment de l'indépendance du royaume. Les parlementaires proposent des peines inédites pour les individus qui seraient coupables de racisme entre 1 et 3 ans de prison, que ce soit pour des propos ou des actes de violence. Ce parti espère voir sa loi passé. Il demande plus de sévérité à l'encontre des individus racistes et Istiklad propose également de recenser les personnes étrangères et de tenter de les intégrer de manière façon dans la société. Le Maroc est devenu un lieu de passage, comme vous le savez, pour de nombreux subsahariens souhaitant pour la plupart rallier l'Europe. Selon les parlementaires à l'origine de ce projet de loi, il faut offrir des conditions de vie décentes à ces personnes, même si elles sont de passage. Une loi qui, si elle était votée, serait une bonne avancée au Maghreb. J'ai envie de dire affaire à suivre, mais d'abord, votre réaction. Hanan, on parle du Maroc et de cette proposition d'Istiklad, mais vraiment on peut étendre cela à tout le Maghreb. Et on en a parlé, le racisme existe bel et bien.
Bah effectivement, on peut en parler pour le Maroc et on peut l'étendre à tout le Maghreb. Donc pour rappel, au mois de décembre, on a des migrants qui ont été agressés en Tunisie. Donc de là, on a les pouvoirs qui sont montés au créneau en disant qu'il fallait absolument que les parlementaires posent ce débat sur la table et qu'une loi soit votée. Pour en revenir au Maroc, pays que je connais parce que je suis originaire du Maroc, j'en ai parlé. Le racisme, effectivement, il existe au Maroc, on peut pas le nier. Là, on parle plus précisément, pour ma part en tout cas, de ce que subissent les migrants. Donc ils sont discriminés, ils sont insultés, ils sont frappés. Cette loi qui est à nouveau proposée, il y a déjà eu en 2013 en fait une première proposition qui avait été posée. Donc vraisemblablement elle n'a pas abouti. Donc oui, il est temps que qu'on ait une loi digne, mais qui touche pas essentiellement les migrants. Aujourd'hui, le racisme, tous les racismes doivent être combattus au Maroc, et c'est là le sens que donnent les différents porte-parole des associations, c'est de dire oui, on doit réagir effectivement par rapport à la situation des migrants, mais on doit réagir par rapport au racisme en général. Donc ce racisme, d'où est-ce qu'il vient, je pourrais pas y répondre, mais en tout cas moi qui ai grandi là-bas, je sais qu'il existe et ça fait des années qu'il existe, et il y a un réel sentiment de négrophobie qui est fait à l'égard des Noirs, et même en tant que Marocain. C'est assez grave, c'est que dès lors qu'on a la peau un peu foncée comme moi, voilà, qui suis mat de peau, ou comme mon grand-père qui est beaucoup plus noir, il y a même une différence de traitement par rapport à la couleur de peau. En fait, tout ce qui est blanc et pur, quand on dit d'une femme marocaine qu'elle est belle quand elle est un peu ronde et qu'elle est blanche. Voilà, aujourd'hui c'est quand même des préjugés. Ah non, moi je rentre pas du tout dans le cadre. Mais pourtant tu es belle, Anna. Merci beaucoup. Je suis mince et j'ai la peau mate, et j'ai été moi victime de racisme au Maroc. Donc c'est-à-dire que à l'époque où plus jeune, j'allais à la plage, on m'appelait quand je voulais pas répondre, on va dire, aux avances masculines. Comment est-ce qu'on me répondait? Pas tous les hommes, fort heureusement, mais à plusieurs reprises, on me disait l'Asia, en gros, tu te la racontes. La négresse, tu te la racontes parce que t'es noire. Donc le racisme, il est profondément ancré. Il faut absolument pas le nier. Ouais. Il faut absolument pas dire oui, mais non, comme on l'a entendu aussi de la part de certains auditeurs ou sur les réseaux sociaux, quand on a parlé de ce cas-là, oui, mais les Noirs aussi sont racistes. Là, on parle d'une chose qui est claire, c'est le racisme existe chez les Arabes et notamment au Maroc. Donc, en espérant que cette loi soit suffisamment ferme pour que quelques condamnations fassent changer les choses, mais après il y a tout un pan de la population aussi, et notamment les militants antiracisme, comme on a des militants antiracisme ici en France, on en a au Maroc qui font ce travail de fond. Il y a une jeunesse effectivement qui aujourd'hui a accès aux réseaux sociaux, accès à des films, etc. Donc je pense que, en tout cas je l'espère, que ce racisme avec les années durant va s'atténuer. Majid, c'est un fléau à l'échelle du Maghreb. Bon, on parle du Maghreb parce qu'on se concentre dessus, en prenant en exemple, j'allais dire, cette proposition d'Esticlade au Maroc. Mais il y a vraiment quelque chose à faire, et de manière urgente. Donc justement de ce comportement. Alors pas chez tout le monde, on va pas généraliser à toute la population, que ce soit de l'Algérie, du Maroc, de la Tunisie, mais de certains en tout cas qui se font remarquer par le racisme, un racisme qui est connu et vécu de la part de ces mêmes personnes, par exemple dans des pays étrangers comme la France, par exemple. Exactement. Majid, c'est étonnant ça. C'est étonnant. J'ai envie de dire oui et non. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de personnes racistes au Maghreb alors qu'on en a partout dans le monde. Donc c'est pas pour autant acceptable, mais le racisme, il est hélas international, et il est d'autant plus international qu'il n'y a pas
de politique publique contre les discriminations menées dans ces pays-là. Ouais. C'est ça. Il n'y a pas d'éducation à l'égalité, d'éducation au respect. Enfin, tout commence à l'école. Et je pense que voilà, il faut que tout le monde joue son rôle, que les gouvernements en question fassent du racisme un délit, tout simplement, quel que soit le motif, enfin quelle que soit l'ethnie et l'origine des personnes victimes de racisme. Moi, j'irais plus loin parce que j'aimerais que ces gouvernements sanctionnent, y compris l'homophobie, par exemple. Ouais. Parce que on le dit jamais assez, mais notamment en Tunisie, il y a des témoignages glaçants sur ce que subissent des personnes homosexuelles de la part de la police, notamment. Donc, et c'est pas une violence contre un homosexuel n'est pas plus acceptable qu'une violence contre un noir. Donc moi, je ne hiérarchise pas. Il faut dénoncer toutes les violences, notamment quand elles sont d'État. Y compris les contre des femmes aussi, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Mais non, mais toutes les violences. Là, je parlais d'homophobie parce que c'est censé être un truc tabou dans ces pays-là. Sauf que moi, je pense qu'il faut les dénoncer. Les violences faites aux femmes, évidemment. Et surtout la passivité des autorités quand il faut répondre à ce genre de violence. Donc il faut que l'État prenne ses responsabilités, il faut que l'État protège tous ses citoyens, quels qu'ils soient, et quand on parle des migrants, il faut effectivement qu'ils soient protégés et que la loi dissuade les personnes de se rendre coupables non seulement d'insultes racistes, mais aussi d'agressions racistes. Après, il faut pas tomber dans ce que tu disais tout à l'heure, il n'y a pas de généralisation à faire. Non, pas de généralisation. Évidemment, parce qu'il y a aussi beaucoup d'élan de solidarité. Bien sûr. Souvent aussi en Algérie, au Maroc, en Tunisie, enfin là où il y a des migrants, pour aider ces gens-là. Et heureusement qu'il y a des gens qui n'ont pas perdu le sens de l'humanité. Mais s'il n'y a pas de politique publique contre les discriminations, s'il n'y a pas de sanctions pour reconnaître qui sanctionne le racisme comme un délit, je pense qu'on n'en sortira pas. Et une question d'éducation, les parents doivent aussi transmettre des valeurs de respect et de tolérance. Ouais. Et si les parents sont les premiers à tenir des discours genre regarde Sukhal, etc. Voilà. On va vraiment pas y arriver. Surtout que, comme tu le disais, ces personnes-là, je pense qu'elles devraient regarder plutôt leur peau plus souvent, comment leur cheveu est fait, leur prénom, leur histoire. Et devrait avoir honte de tenir des propos racistes quels qu'ils soient. Nous on a à Saint-Denis pas forcément de racisme contre les migrants, quoique, mais on a un racisme assez fort contre les Roms et notamment de personnes issues du Maghreb. Donc on voit bien que le racisme c'est souvent aussi une affaire de reproduction. Et que ça c'est pas tolérable et qu'on ne doit accepter aucune discrimination quel que soit le motif de celle-ci. Voilà, en tout cas vous pouvez témoigner bien sûr pour nous apporter votre commentaire, pour nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'ailleurs avec Majid ou avec Hanan bien sûr, sur le fait de dénoncer ce racisme qui perdure, qui est présent, il faut pas le nier au Maghreb. Encore une fois, je prends le Maghreb parce que on prend en exemple donc cette proposition de loi du parti Estiklal, donc qui demande à ce que soit sanctionné donc tout propos raciste ou tout acte de violence envers des subsahariens qui, vous le savez, prennent le chemin du Maroc pour, j'allais dire, se faciliter cette voie qui les emmène ensuite vers l'Europe, en prenant tous les risques d'ailleurs. Et voilà, essayer en tout cas de changer les mentalités, essayer donc d'accueillir comme il se doit, même s'ils sont de passage, ces subsahariens. Il est 46, faut qu'on avance parce qu'on a les coups de cœur. Je voulais quand même vous parler, avoir le temps de vous parler d'un peu de culture et ça fait pas de mal d'ailleurs, pour parler d'une bonne nouvelle puisque je vous parlais de cette bibliothèque. Peut-être en avez-vous entendu parler, en plein cœur d'un quartier populaire parisien qui a ouvert ses portes hier après-midi. Anne Hidalgo, la mairie de Paris, la maire de Paris, a inauguré cet établissement qui porte fièrement le nom de Assia Djebar. Le jaune doré de la devanture tranche avec le gris des bâtiments qui l'entourent. La bibliothèque Assia Djebar, localisée entre les portes de Montreuil et de Vincennes, a ouvert ses portes il y a à peine une semaine. Et les plus jeunes semblent rapidement s'en être appropriés dans les lieux. En tout cas, cet après-midi, hier après-midi, donc, des couloirs de livres et de bandes dessinées sont vivants et le rayon jeux vidéo attire également son petit monde. La bibliothèque porte le nom d'Assia Djebar en hommage à l'écrivaine disparue en 2015. 1000 mètres carrés au total
pensée par un cabinet d'architectes, Bernard Bullet, est située en plein cœur donc d'un des derniers quartiers populaires de la capitale, composé à 60% de logements sociaux pour toujours plus de culture et de découvertes précises à Hidalgo. Cet établissement propose plus de 34 000 documents en prêt et en consultation, ainsi qu'une salle multimédia, une salle de travail et un espace dédié aux petites enfances. Dans cet espace le jeu est un outil un outil très important de médiation sociale et de lien intergénérationnel, avec un coin jeux vidéo et un coin jeux de société, le tout avec le soutien donc de cette association qui gère donc le local de la coordination de quartier. Cette bibliothèque porte donc le nom fièrement nom d'Assia Djebar, femme de lettres algérienne d'expression française, auteur de nombreux romans, nouvelles, poésies, essais. Assia Djebar a également écrit pour le théâtre et réalisé aussi plusieurs films. Elle est considérée comme l'une des auteurs les plus célèbres et les plus influents du Maghreb, élue à l'Académie française en 2005, devenant ainsi le premier auteur nord-africain à y être reçu. Voilà, je voulais souligner donc cette présence de cette bibliothèque. Ça fait pas de mal quand on laisse place aussi à la culture, et qui plus est cette culture qui est plébiscitée par les plus jeunes. Majid, Anan, peut-être une petite réaction, c'est intéressant. Une petite réaction que j'ai eue en fait en lisant le programme de ce jour. Donc première réaction, ouais, génial, il y a une bibliothèque qui se construit au sein des quartiers populaires, je dirais tant mieux. C'est un peu bizarre pour moi en fait qu'on le souligne, parce qu'apparemment c'est quelque chose, c'est un événement exceptionnel. Donc pourquoi est-ce que c'est exceptionnel? C'est un événement parce qu'aussi elle s'appelle Assia Djebar. Oui. Assia Djebar, c'est pas n'importe qui. Oui. Et deuxième réflexion que je me suis faite, c'est génial, on a une bibliothèque qui se construit, dont le nom d'une femme que je ne connaissais pas et qui apparemment a beaucoup écrit. Ah oui. Et ce nom-là, il est donné à une bibliothèque au sein des quartiers populaires. La réflexion que je me suis faite, Christophe, c'est que le jour où on donnera le nom d'une bibliothèque Assia Djebar dans le fin fond de la province française, ou dans un quartier du 16e arrondissement, ou dans le 92, j'applaudirai. D'accord. Voilà. Donc t'applaudis à une main, on va dire, pour l'instant. Non, c'est bien, non, mais j'ai bien compris la je nuance. trouve pas que ce soit une très grande avancée. Majid? Faut toujours se féliciter de l'ouverture d'une bibliothèque, mais si c'est annoncé sur les chapeaux de roue, c'est peut-être parce que plus souvent on a l'habitude qu'ils construisent des stades plutôt que des bibliothèques. Ouais. Donc du coup, l'accès à la culture, on sait que dans les quartiers populaires, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus naturel. Donc très bien. Après, effectivement, pourquoi faire coller le nom d'une écrivaine maghrébine avec un quartier populaire avec une forte population maghrébine, je sais pas. Tu poses la question toi aussi. Est-ce qu'il y avait besoin de s'identifier à elle pour y aller? Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il pouvait pas lui rendre hommage autrement et lui donner le nom d'un autre équipement ailleurs à Paris? Ça peut se discuter aussi. Après, l'hommage rendu à Assia Djebar, elle le mérite, il y a pas de souci. Après, c'est vrai que c'est comme si elle ne pouvait qu'être arabe, comme si le nom de cette bibliothèque ne pouvait qu'être arabe dans ce quartier-là. Voilà. Très bien. Bon, en tout cas, sachez qu'elle existe. Ça se situe entre la porte de Montreuil et la porte de Vincennes, donc la bibliothèque qui porte le nom, fièrement, on peut le dire, de Assia Djebar. Dans un instant, coup de cœur de Hanan Zawani et de Majid Messaouden et Libertad. 01 40 33 9000. Je crois que vous avez de quoi réagir, messieurs dames. On vous a servi quand même un bon petit repas, un bon petit menu à décortiquer ensemble et à déguster ensemble. Dans un instant, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. LGF, le grand forum avec Hanan Zawani, Majid Messaouden. Préparez-vous, messieurs dames, dans un instant, Libertad au 01 40 33 9000. Vous allez pouvoir nous appeler, évidemment, comme on vous l'offre, cette possibilité tous les jours en fin d'émission. Mais pour l'heure, c'est les coups de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Coup de cœur signé Hanan Zawani pour commencer. Oui, alors on va parler un peu d'éducation populaire. En tout cas, c'est le sens de mon coup de cœur aujourd'hui. On va parler de Khan Rafar Khan. Donc
Khan Rafar Khan, c'est un activiste musulman et ami de Gandhi qui s'est engagé en fait dans la lutte non violente pour libérer l'Inde du joug britannique. Pendant 80 ans, ceux-ci en fait poursuivent une guérilla contre l'Empire britannique, mais Khan Rafar Khan les persuade en fait de confronter l'Empire avec une armée non violente. Donc c'est une première dans l'histoire. Forte de 100 000 personnes, cette armée n'a jamais répondu à la violence malgré les provocations des soldats britanniques. Donc voilà, c'est un homme qui est décédé à l'âge de 98 ans, qui fut aimé par son peuple comme un saint de Dieu et qui dit: pour les enfants de ce monde et d'aujourd'hui, la seule façon d'éviter la destruction lorsqu'on parle d'armes atomiques est de vivre une vie de paix et d'accepter la non-violence. Donc un activiste qui prône la non-violence à l'instar de Gandhi, avec qui il a évolué. Merci Anan. Majid Messaouden pour son coup de cœur. Bah moi mon coup de cœur ça va pas être en fait comme j'ai beaucoup parlé d'Ahed Tamimi mais aussi de Salah Hamouri, je vais faire un petit coup de cœur sur le dernier bouquin de Pascal Boniface. Ah oui, excellent. Qui s'appelle Antisémite et qui est sorti aux éditions Max Milo. Je suis allé à sa conférence mardi à l'Iris. On l'invite nous à Saint-Denis le 12 février pour une conférence sur son bouquin. Donc n'hésitez pas à l'annoncer. Retour de stock d'ailleurs. Rupture de stock, 3000 ont été vendus en très peu de temps. Là, il y a une réédition du bouquin. Voilà, donc il y a plusieurs éditeurs ont refusé de publier. Donc on sent bien que c'est un sujet qui est quand même assez compliqué. Il y a aucun média. Si France Maghreb 2 était là. Non, mais aucun média mainstream. Oui. J'allais finir. Oui. Aucun média traditionnel quoi, qui en a parlé. Du coup, un petit coup de cœur pour ce bouquin et en espérant que Pascal sera invité un peu partout pour aller expliquer que oui, on peut critiquer Israël, mais qu'en plus on doit critiquer Israël et que oui, on peut critiquer Israël sans avoir la haine des Juifs. Moi, mon problème c'est pas les Juifs, mon problème c'est le gouvernement israélien et ses pratiques. Mon problème c'est l'armée israélienne. Mon problème c'est les colons. C'est pas les Juifs, c'est pas les Israéliens. Donc alors, juste bravo une question, Pascal. Majid, est-ce que tu connais Pascal? Oui, un petit peu. Ah bah invite-le à la radio, j'ai envie de te dire. Bah je peux lui transmettre votre invitation, si vous l'invitez, je lui transmets. Mais avec plaisir. Très bien. Merci beaucoup Majid et Anan. C'est parti pour Libertad. Il nous reste pas beaucoup de temps, on va y aller quand même, c'est parti. 01 40 33 9000 en toute liberté pour nous dire ce que vous avez envie, hein. N'hésitez pas, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous allez nous dire, en tout cas on va vous accueillir. Allô, bonsoir, France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Mohamed Duplessis-Bouchard. Bonsoir Mohamed Duplessis-Bouchard. Ouais, je vous ai appelé hier par rapport au Winga, par rapport à la collecte des produits de première nécessité. Ah oui, je vous avais dit de rappeler pour réitérer votre appel. Alors, réitérez votre appel. Donc je fais appel à toute personne qui se trouve dans le 95 auprès de qui je peux me déplacer pour récupérer. Sinon ils peuvent déposer à la mosquée de Hermont avec qui on fait l'opération, à la mosquée de Salouin avec qui on fait l'opération et Inch'Allah aussi avec la mosquée de Montigny-les-Cormeilles. À partir de ce week-end, on doit être réactif parce qu'il nous reste qu'un week-end, voire 4-5 jours pour collecter et envoyer ça à l'association humainement concernée à Perpignan qui a négocié un conteneur avec le gouvernement du Bangladesh. Il y a une autre association, Caravane Solidaire, qui s'est installée là-bas pour récupérer la marchandise et faire... Alors, le numéro Mohamed, on peut vous appeler? Donc, mon numéro de téléphone, je donne mon numéro de téléphone personnel. Donc voilà quoi. Et donc le 06 99 82 36 65. Je répète, 06 99 82 36 65. Toute personne qui m'enverrait un message avec le mot simplement liste dessus, je fais un copier sur toute la liste que nous recherchons. D'accord, merci Mohamed, merci beaucoup. N'hésitez pas à nous rappeler si vous le souhaitez. Allez, un dernier peut-être ou une dernière, 01 40 33 9000 pour Libertad sur France Maghreb 2. France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir, c'est toujours Mohamed. Ah bah Mohamed, ça y est, faut raccrocher mon ami, il faut y aller. Hein. J'ai essayé de raccrocher, mais je peux donner mon avis par rapport au copte. Non, ça fait... Oui, quoi non. Oui, vas-y. Bonjour Mohamed. Voilà.
Bonjour, salut, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Voilà, donc mon avis pour les Coptes, j'aimerais rappeler aux musulmans et aux Arabes en particulier que nous sommes liés par 2 fois avec les Coptes. Très bien. D'une manière filiale déjà, et d'une autre manière religieusement, amoureusement, maintenant par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a été marié avec une Copte, et l'histoire ne nous dit pas qu'elle s'est convertie déjà. Et le seul fils, et le fils qui a le plus survécu parmi ses fils qui sont tous morts, lui aussi il est mort, mais c'est lui qui a le plus survécu, il est mort à 18 mois, et c'est le seul sur qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pleuré. Quant à notre lien filial, que les Arabes n'oublient pas que la mère d'Ismaël, père de tous les Arabes, était une Copte. Merci beaucoup, Mohamed. Merci. Ça me fait très plaisir. Bon. Merci beaucoup. Et du coup, il n'y aura plus personne derrière. Voilà. C'est terminé pour Libertad et pour l'émission tout court. Merci beaucoup, Majid, et à très vite. Merci à vous, à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup, très cher Anan. Merci à toi. Bien le bonsoir à nos chers auditeurs et à la semaine prochaine lundi. Et à nos auditrices, évidemment. Voilà, oui, auditeurs et auditrices. Demain, à lundi prochain. Autour de cette table, Nadia Lazouni et Tariq Mami. Ça, c'est inédit pour le coup. Ah oui. Ah oui. 18h01 dans un instant, l'excellent Medjahed sur France Maghreb 2. Passez toutes et tous une excellente soirée sur France Maghreb 2. Il est 18h01, nos rappels de l'actualité de ce jeudi soir. C'est avec Marine Garrel que nous avons rendez-vous. Bonsoir, chère Marine. Bonsoir à tous. Cette rencontre entre Emmanuel Macron et Theresa May, 35e sommet franco-britannique. Le chef de l'État français et quelques-uns de ses ministres ont fait le déplacement dans la province londonienne pour évoquer notamment la sécurité aux frontières. La première ministre britannique doit annoncer une enveloppe, on parle de 50 millions d'euros supplémentaires, somme qui va permettre de compléter les accords du Touquet. La mobilisation des surveillants de prison a repris ce matin dans toute la France. Moins d'une centaine d'établissements bloqués dans l'attente d'arbitrages gouvernementaux sur leurs revendications et notamment pour de meilleures conditions de sécurité. Par ailleurs, 123 détenus de Fleury-Mérogis dans l'Essonne ont refusé pendant quelques heures de regagner leurs cellules. La compagnie Emirates annonce la commande de 36 avions A381. Une bonne nouvelle pour la production de l'avion emblématique d'Airbus. La compagnie a annoncé un accord d'un montant catalogue de 16 milliards de dollars, environ 13 milliards d'euros, avec 20 commandes fermes et 16 commandes en option. L'entreprise avait averti en début de semaine qu'en absence d'accord avec Emirates pourrait entraîner un arrêt de la production de l'A380. Les 3 dernières années sont les plus chaudes jamais enregistrées et le rythme du réchauffement planétaire constaté durant cette période est exceptionnel. L'Organisation Météo Mondiale, une agence spécialisée de l'ONU, en a fait l'annonce cet après-midi. La centrale nucléaire de Fessenheim doit fermer avant la fin du quinquennat. Sébastien Lecornu, secrétaire d'État à la transition énergétique, s'est rendu sur place aujourd'hui. Il est à la tête d'un comité de pilotage, chargé notamment de se pencher sur les 2000 emplois directs et indirects concernés. Sport, Jérémy Toulalan a demandé à mettre fin à son aventure bordelaise. Le club a accepté de résilier son contrat compte tenu de la fin de celui-ci dans 4 mois et de son exemplarité. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Comme toujours, hein, de toute façon. Comme toujours. En tout cas, d'ici là, d'ici que effectivement ces hadistes soient expulsés ou partent d'eux-mêmes d'ailleurs avant le 31 mars, ils vont pas partir d'eux-mêmes, hein, Christophe. Ça, c'est sûr et certain. Il y en a, ça fait quand même 10 ans ils sont sur place. Ouais. Donc, ils vont pas partir. Donc le délai de 2 mois, si tu veux, ça les fait rigoler. Non, mais je pense que, en fait, c'est aussi ce qui se dit. Ils vont peut-être faire comme ça s'était fait au Larzac à l'époque où ils avaient le plateau du 60 Larzac. hectares. Ouais. Pour que les gens s'auto-organisent, etc. Donc peut-être que le deal, c'est d'évacuer une partie de la ZAD et qu'une partie soit laissée à disposition des gens sur place. Je vois pas. Enfin, moi, je pense. C'est vrai que c'est pas un cas isolé, hein. Non, c'est pas. Non, il y en a quelques-uns en France. Hein. Et surtout, sauf que celui-là, c'était le projet le plus emblématique pour l'État et celui auquel le maire de Nantes, l'ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui lui se fout de la gueule de Macron parce que Macron refuse, alors que lui, il aurait très bien pu, s'il avait vraiment eu des cojones, aller sur place, faire évacuer et faire en sorte que le projet démarre. Il l'a jamais fait. Donc je veux dire, un mec qui a été Premier ministre qui donne des leçons à Macron, c'est quand même rigolo. Mais au-delà de ça, je pense que le deal, ça peut être qu'une partie soit évacuée et qu'une autre soit laissée aux gens qui sont sur place et qui ont fait leur vie. Ouais. Les gens qui ont fait leur vie là-bas.
Donc c'est compliqué de leur dire, tu pars. Effectivement, en tout cas d'ici là, donc, eh bien, autre échéance beaucoup plus proche, celle-ci, le ministre de l'Intérieur affirme ce matin que les routes d'accès à la zone devront être libérées en fin de semaine prochaine. Pour y parvenir, Gérard Collomb fait privilégier la discussion. Ce jeudi, les réactions donc à la décision de l'aéroport qui ne sera pas construit eh bien continuent par ailleurs de tomber. Je propose d'écouter celle de Joël Sauvager par exemple. Il est le président du COCETA, une association de riverains de l'actuel aéroport de Nantes Atlantique. Elle a été favorable au transfert du trafic aérien local vers Notre-Dame-des-Landes. Son patron en veut beaucoup, paraît-il, à Emmanuel Macron. Ouais, il est devenu un politique comme les autres, c'est-à-dire qu'on peut plus compter sur sa parole. Pendant la campagne électorale, il avait clairement dit qu'il était pour le projet et qu'il comprenait la nécessité du transfert. Au moins, le président Hollande, lui, il avait le courage de rien faire. Donc à la limite, ça aussi, il nous avait habitués à ça. Le président Macron, effectivement, là, c'est une surprise totale. Jusqu'avant l'annonce, j'étais intimement convaincu qu'on allait faire respecter l'état de droit. On va voir comment on peut envisager les actions, mais la différence, c'est que nous sommes des citoyens démocrates contribuables. Donc accessoirement, on travaille. Nous, on n'est pas payé à plein temps, on touche pas le RSA pour occuper des zones. Donc effectivement, pour nous, les actions sont beaucoup plus compliquées. C'est pour ça que c'est encore d'autant plus frustrant. Parce qu'encore une fois, on donne raison à des gens moi j'appelle ça des bourgeois de la République, parce qu'ils étaient assistés grâce à nos impôts, c'est ça le plus comique. Des agriculteurs qui sont subventionnés par nos impôts aussi. Donc c'est complètement surréaliste comme situation. Nous, on se retrouve piégés, c'est clair. Voilà la réaction donc de Joël Sauvager. Mais il est honteux ce mec. Alors dire que rend compte que effectivement il y a des considérations écologiques à respecter, que les projets qui sont mis en avant quels qu'ils soient, ils doivent respecter un certain nombre de normes environnementales, comme le dit Majid, oui, des bocages magnifiques on serait venu détruire pour en plus un bénéfice économique qui est douteux en réalité. Voilà, aujourd'hui ce qui va se passer c'est que ce projet est arrêté, on va agrandir l'aéroport de Nantes comme ça aurait dû être fait depuis le démarrage. Alors se pose la question maintenant par rapport aux indemnités concernant Vinci qui a signé un contrat quand même, je le rappelle, avec l'État en 2010 pour la construction de cet aéroport. On parle quand même de plusieurs centaines de millions en jeu. Ouais, mais ça, ils vont s'arranger. Enfin, le patron de Vinci va aller dans le bureau d'Edouard Philippe et puis ils vont négocier d'autres contrats sur d'autres projets dans le pays. Notamment sur l'extension de l'aéroport actuel de Nantes. Oui, puis ils sont concessionnaires d'autoroutes aussi. Enfin, oui. Enfin voilà, ils ont tous les parkings de France quasiment. Enfin voilà, Vinci, c'est pas uniquement. Enfin, ils sont dans le BTP, ils sont dans les parkings, ils sont dans les autoroutes. Enfin, ils ont plein de filiales. Dans le bâtiment, enfin, on va pas pleurer pour Vinci. Donc Vinci, non, pas pleurer pour Vinci, mais pleurer pour les citoyens qui devront payer la note, peut-être. Un petit peu pour ce qui s'est fait pour les bonnets rouges avec Ségolène Royal, vous en souvenez? Soit ils la paieront directement parce qu'il y aura une indemnité qui va être versée à Vinci, soit Vinci se récupérera sur des futurs projets. Qu'il aura dans le pays, mais l'indemnité de toute manière, Majid, elle va être versée. Est-ce qu'elle va être versée à 100%? On n'en sait rien. Aujourd'hui, il y a un contrat, ils vont pas passer dessus. Après, la question, c'est est-ce que Vinci va vouloir rentrer en conflit avec l'État? Je suis pas sûr qu'ils aient intérêt. Pas sûr, parce qu'ils feront partie aussi de ceux qui vont construire, l'extension de l'aéroport. En fait, Vinci vit beaucoup des marchés publics, en fait. Oui. Il faut pas qu'on oublie que Vinci, son chiffre d'affaires, je sais pas quel pourcentage correspond au marché public, mais c'est énorme. Donc du coup, ils ont intérêt à discuter avec l'État, mais ils n'ont pas intérêt à rentrer en conflit avec l'État. Non, mais aujourd'hui, là, je suis d'accord avec ce que tu dis, plus ou moins, mais Vinci, il n'attend pas après l'État pour avoir des marchés. Ce qu'il faut savoir, c'est que Vinci, lui, finance des projets, et que ce projet-là, il était financé à hauteur de 51% par Vinci. Oui. Après, ce qui va se passer... C'est un montage sur lequel il se rattrapait sur le long terme, parce qu'après, il y avait une concession sur l'aéroport aussi. Les amendes vont être payées, les indemnités pour moi vont être réclamées, oui. Et mais ça va se Gérard Kastner, ça va se négocier. Oui, encore heureux. Mais Gérard Kastner le dit bien. Les contribuables vont payer le moins possible. Kastner. Mais t'as dit Gérard. Oui, Christophe Kastner, pardon. Christophe Kastner le disait bien. Les contribuables vont payer.
Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que effectivement, on a un projet, ça fait près de 25 ans qu'il est en attente, et qu'au bout du compte, qui va payer la note, c'est les contribuables. On sait pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il a changé d'avis. Édouard Philippe donc a annoncé hier le fait qu'ils abandonnaient donc cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes. A-t-il eu raison d'abandonner ce projet? C'est la question qu'on vous pose, et elle est toute simple. Voilà, je vais remettre les choses dans l'ordre. Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Au programme de ce Grand Forum, Aïta Bibi condamné à rester en prison jusqu'à son procès. Il faut plus que jamais continuer de la soutenir en vous rappelant cette mobilisation de samedi à la Fontaine des Innocents à 14h à Paris. Maroc, des parlementaires marocains proposent une loi qui punirait de prison les personnes coupables de propos ou d'actes racistes à l'encontre des subsahariens. France, nous parlerons culture avec une toute nouvelle bibliothèque en plein cœur d'un quartier populaire parisien qui vient d'ouvrir ses portes hier après-midi. Anne Hidalgo, la mairie de Paris, a inauguré cet établissement qui porte fièrement le nom de Assia Djebar. La question du jour. En avril 2017, Macron disait oui à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes sur France 2. Le projet de construction d'aéroport de Notre-Dame sera abandonné car toutes les conditions ne sont pas réunies, avait déclaré hier le Premier ministre Édouard Philippe. A-t-il eu raison, Emmanuel Macron, d'abandonner ce projet selon vous? Vous répondez sur Facebook, France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Et une bonne dose de liberté tout à l'heure pour terminer avec Libertad. Vous pourrez ainsi nous joindre au 01 40 33 9000. LGF, le grand forum jusqu'à 18h. Ravi de vous retrouver avec Anan Zawani et Majid Messaouden qui sont avec nous aujourd'hui en ce jeudi. Avec cette question du jour qui a été ultra médiatisée et pour le coup, le président a tranché. Alors qu'on soit d'accord ou pas, il a tranché comparé à ses prédécesseurs qui n'ont jamais pris leur responsabilité sur le sujet, puisque quand même c'est un sujet qui remonte à plus de 50 ans, ce fameux aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Il a tranché ne poursuivant pas la construction, en ne décollant pas le projet donc de Notre-Dame-des-Landes, ce qui a ravi bien sûr pas mal de monde, ce qui en a agacé d'autres, mais je souhaitais quand même juste en guise de peut-être de se rappeler, il n'y a pas si longtemps, en avril 2017, il était Emmanuel Macron, candidat à l'élection présidentielle, et invité de l'émission politique sur France 2. Il avait dit ceci sur l'aéroport. Il y a eu un vote. Mon souhait, je vous le réitère ici, très clairement, c'est de le respecter. Donc de le faire. Ce que j'ai dit rappeler, c'est qu'il y a eu une consultation publique de type référendaire, qu'elle s'est exprimée et qu'elle a dit oui au projet. Donc je ne peux pas aujourd'hui être dans une situation où je déchire, j'arrive et je dis avec moi il n'y aura pas Notre-Dame-des-Landes. Parce que à la fin des fins, ça envoie deux messages qui sont très négatifs. Le premier, on ne respecte pas les consultations publiques quand elles ne nous arrangent pas, ça ne va pas. Et le deuxième, ça veut dire qu'on ne peut plus avoir quelques projets que ce soit dans le pays parce que vouloir le bloquer, en quelque sorte, suffit à tout empêcher de manière durable. Voilà, ça c'était Emmanuel Macron en avril 2017. C'est un peu embêtant quand même. C'est un petit peu embêtant, oui et non. À l'époque, il était candidat au présidentiel, donc oui, il devait faire preuve de fermeté. Donc c'est le discours. Est-ce qu'il n'a pas été imprudent pour le coup? Ah il s'est avancé là sur le coup, il s'est vraiment avancé. Après, ce qui est à noter, c'est que la prise de parole, elle n'est pas faite par Macron justement pour qu'on puisse pas mettre en corrélation sa prise de parole en tant que candidat et de président. C'est Édouard Philippe qui explique les choses. La politique, à mon avis, qui a été mise en place sur ce sujet-là, il a été prudent. Il a mis en avant une énième consultation des différents partis. Donc la réponse, on devait l'avoir fin décembre, finalement elle a été reportée à là, ce qui donne aussi la sensation que c'est un sujet qui a été travaillé de manière détaillée. En toute sincérité, personnellement, je pense que la décision est prise depuis très longtemps et que l'opinion publique ne voulant pas de ce projet, il a dit non tout simplement. Majid, est-ce que... En fait c'est vraiment ça, mon avis, Je pense qu'effectivement, en tant que candidat, en tant que candidat à la présidentielle, tu peux pas arriver en disant je ferai pas le projet, j'écouterai pas ce que les gens disent parce que quand t'es candidat, tu veux apparaître comme légaliste, faire respecter le droit. Rien de choquant alors. Rien de choquant. Franchement. Moi, je trouve qu'il a été, sur sa décision, plutôt pragmatique et lucide. Voilà. Ce projet, il n'aurait jamais pu se faire. Pourquoi ? Parce que les gens, ils seraient pas partis comme ça.
Donc il aurait fallu déjà que là il va falloir il va falloir les évacuer. On leur a donné jusqu'au 31 mars. La trêve. Oui. En fait, c'est pas un délai que l'État leur donne, c'est un délai légal. Hein. Oui, c'est la trêve hivernale qui se termine. Donc, simplement. Voilà, c'est pas un cadeau que leur fait le gouvernement. Déjà, dans ces conditions-là, s'ils tentent l'évacuation, faut quand même craindre le pire en termes de violence. Mais s'ils avaient dû évacuer les zadistes dans un contexte où le projet se ferait, ça aurait été à mon avis encore plus compliqué. Donc du coup, le mec il a été intelligent, sans déconner, à part quelques élus locaux qui ont sûrement des rapports un peu ambigus avec les constructeurs et Vinci, qui tenaient vraiment à cet aéroport. Pas grand monde, et quand on voit sur quelle zone il allait être fait, à savoir des bocages, des terres fertiles, qui sont clairement un bijou pour le pays. Je trouve ça aurait été un gâchis monumental que de remettre du béton là-dessus. Donc le projet maintenant c'est d'agrandir celui de Nantes Atlantique. Voilà, je pense qu'il a été intelligent sur ce coup-là parce que personne n'en veut, même lui, je pense que son avis est tranché là-dessus. Je pense qu'il a pas envie de se lancer dans ce chantier-là. Et donc je pense qu'il a plutôt été courageux sur ce coup-là. Donc, si je vous comprends bien, vous faites partie aussi de ces gens qui ont voté sur Facebook, sur France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel, en majorité à dire oui, il a eu raison d'abandonner ce projet. C'est la majorité qui se dégage, 80% sur Facebook. Il a eu raison, bien sûr. Il a raison, les considérations sont plus les mêmes. Aujourd'hui, toute ou partie de la France... France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous aimez la liberté, donc forcément vous aimerez le Grand Forum sur France Maghreb 2 tous les jours, 16h, 18h, c'est votre rendez-vous. Ravi de vous retrouver en ce jeudi sur France Maghreb 2 avec un couple que on n'a pas vu depuis longtemps d'ailleurs. On va commencer par accueillir Hanan Zawani. Bonjour Hanan. Bonjour, salam alaikum chers auditeurs. Effectivement, un duo de chroniqueurs qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Oui. La faute à qui ? La faute à Majid, évidemment. Majid Messaouden, comment il va ? Ça va. Bonsoir tout le monde. C'est vrai que ça fait un petit moment que tu nous as pas rendu visite. D'abord, bonne année. Également à tout le monde, mais ce qui est rare est cher. Il a même oublié qu'il y avait un micro, Majid. Ouais, pour dire que la radio, il a oublié. Bonne année, Asgossam Guest, tout ce qui va avec, évidemment. Bonne santé et puis plein de bonnes choses, évidemment, pour cette année 2018, mon cher ami Majid. À vous également, merci beaucoup. Alors, Hanan Zawani, de quoi allons-nous parler dans ton avis tranché ? Je crois qu'on va parler des Coptes en Égypte. Exactement. Suite à un échange que j'ai eu avec un jeune homme sur Twitter, un beau moustachu, qui est venu m'embêter, je vais vous en parler lors de mon avis tranché. J'ai creusé un petit peu qui étaient les chrétiens d'Égypte, que représentaient-ils, qu'est-ce qui se passe là-bas. Donc le titre de mon avis tranché, la discrimination des chrétiens coptes par la majorité musulmane est-elle acceptable, chers auditeurs ? Mon cher Majid, tu vas nous faire un avis tranché comme tu sais bien les faire, de manière spontanée ? Ouais, je pense que je vous retoucherai 2 mots de Salah Hamouri. Ah, très bien. Salah Hamouri, qui, vous le savez, alors on a appris cette semaine que Macron, en recevant Netanyahou le 10 décembre dernier, avait parlé de Salah Hamouri en demandant sa libération. Absolument. Voilà. Évidemment, vous savez ce que ça devient pour lui. On l'a transféré dans une autre prison, beaucoup plus dure, celle-ci, pour en guise de punition, pour avoir accordé une interview à l'Humanité par la voix de ses avocats. Voilà donc un peu la réponse d'Israël pour la demande de la France. Absolument. Le coup de cœur d'Hanan Zawani. Alors le coup de cœur, je vais vous parler d'un activiste musulman indien, donc il s'appelle Khan Abdul Ghaffar Khan, donc l'ami de Gandhi. Pardon ? À tes souhaits. J'ai pas éternué. À tes souhaits. Non mais c'est parce que voilà. Khan Abdul Ghaffar Khan. Voilà, c'est mieux. Voilà. Majid, un petit coup de cœur ? Ouais, moi c'est derrière les fagots. Ouais, alors c'est pas original, ça reste sur la Palestine, ça va être la famille Tamimi. Ah bah oui. Que j'avais rencontré en 2015. Ah oui. Très bien. On va en parler d'ailleurs à Tamimi, puisque vous le savez, on a appris hier qu'elle serait gardée en prison jusqu'à la tenue de son procès. Absolument. Voici le programme pour ce jeudi. Soyez les bienvenus. Le numéro de téléphone pour nous joindre 01 40 39 000 et puis la question du jour en rapport avec Notre-Dame-des-Landes. Eh oui, on en a beaucoup parlé hier à la radio, à la télé et vous vous souvenez peut-être que lors de l'émission politique en avril 2017, le candidat Macron s'était prononcé